On va continuer avec Amitié, Fatih, Amici, je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolée. Fatih, Romain, Léa, Chloé, Thibaut, Karine Resset et Mathilde et Nathalie, Vincent et Olivier Adam qui va lire un extrait de son dernier roman. Euh, Moi, je trouve que c'est vraiment très beau, tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Et puis, j'en profite pour vous refaire un petit coucou depuis dimanche, car ici à Tokyo, nous sommes dimanche depuis 6 minutes. Voilà. Je vais donc passer la parole à Amicie, Fatih et les autres. Attendez, ça va venir, j'espère. Souviens-toi, ô douce Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que tu es abandonnée aucun de ceux qui ont eu recours à ta protection, implorer ton assistance et réclamer ton secours. Animés d'une pareille confiance, nous venons à toi, ô Vierge Sainte, ô notre Mère. Nous, pauvres pécheurs, nous nous prosternons devant toi, Mère de Jésus. Ne méprise pas notre prière, mais daigne l'écouter et l'exaucer. Nous te confions Tiphaine et sa famille. Amen. Fatih de Paris. J'ai choisi de vous lire un bout de Léon l'Africain de l'écrivain Amin Malouf. Moi, Hassan, fils de Mohamed le Peseur. Moi, Jean-Léon de Médicis, circoncis de la main d'un barbier et baptisé de la main d'un pape. On me nomme aujourd'hui l'Africain, mais d'Afrique ne suis, ni d'Europe, ni d'Arabie. On m'appelle aussi le Grenadin, le Fassi, le Zayati, mais je ne viens d'aucun pays, d'aucune cité, d'aucune tribu. Je suis fils de la route, ma patrie est caravane, et ma vie la plus inattendue des traversées. Mes poignets ont connu tour à tour les caresses de la soie et les injures de la laine, l'or des princes et les chaînes des esclaves. Mes doigts ont écarté 1000 voiles, mes lèvres ont fait rougir 1000 vierges, mes yeux ont vu agoniser des villes et mourir des empires. De ma bouche tu entendras l'arabe, le turc, le castillon, le berbère, l'hébreu, le latin et l'italien vulgaire. Car toutes les langues, toutes les prières m'appartiennent, mais je n'appartiens à aucune. Je ne suis qu'à Dieu et à la terre, et c'est à eux qu'un jour prochain je reviendrai. Et tu resteras après moi, mon fils, et tu porteras mon souvenir, et tu liras mes livres, et tu reverras alors cette scène. Ton père, habillé en napolitain sur cette galée qui le ramène vers la côte africaine, en train de griffonner comme un marchand qui dresse son bilan au bout d'un long périple. Mais n'est-ce pas un peu ce que je fais? Qu'ai-je gagné? Qu'ai-je perdu? Que dire au créancier suprême? Il m'a prêté 40 années que j'ai dispersées au gré des voyages. Ma sagesse a vécu à Rome, mon angoisse à Fès, ma passion au Caire, et à Grenade vit encore mon innocence. Un dernier mot tracé sur la dernière page, et déjà la côte africaine. Blanc minaret de Gamarte, noble débris de Carthage, c'est à leur ombre que me guette l'oubli. C'est vers eux que je dérive ma vie après tant de naufrages. Le sac de Rome après le châtiment du Caire, le feu de Tombouctou après la chute de Grenade. Est-ce le malheur qui m'appelle, ou bien est-ce moi qui appelle le malheur? Une fois de plus, mon fils, je suis porté par cette mère, témoin de tous mes errements, et qui à présent te convoie vers ton premier exil. À Rome, tu étais le fils de l'Africain. En Afrique, tu seras le fils du Romi. Où que tu sois, certains voudront fouiller ta peau et tes prières. Garde-toi de flatter leur instinct, mon fils. Garde-toi de ployer sous la multitude.
musulman, juif ou chrétien, ils devront te prendre comme tu es ou te perdre. Lorsque l'esprit des hommes te paraîtra étroit, dis-toi que la terre de Dieu est vaste, et vaste ses mains et son cœur. N'hésite jamais à t'éloigner, au-delà de toutes les mers, au-delà de toutes les frontières, de toutes les patries, de toutes les croyances. Quant à moi, j'ai atteint le bout de mon périple. 40 ans d'aventure ont alourdi mon pas et mon souffle. Je n'ai plus d'autre désir que de vivre au milieu des miens de longues journées paisibles, et d'être, de tous ceux que j'aime, le premier à partir vers ce lieu ultime où nul n'est étranger à la face du Créateur. Bonjour, je suis le beau-frère de Tiphaine et je vais vous lire un texte de Barbara, le texte d'une chanson de Barbara que je vais vous lire. C'est une chanson que je trouve mélancolique, comme souvent les chansons de Barbara, triste parfois, dure, mais aussi positive à certains moments, et joyeuse même, parfois. Voici la solitude. Je l'ai trouvée devant ma porte, un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte. Elle est revenue, elle est là, la renifleuse des amours mortes. Elle m'a suivi pas à pas. La garce, que le diable l'emporte. Elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne. Elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule de l'ennui, je n'ai pas le goût du malheur. Va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps, je veux m'en payer des nuits blanches à cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne l'heure blême, et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime, et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenu, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches. Elle s'est pendue à mon cou, elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux, partout elle me fait escorte et elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. La solitude. La solitude. Bonjour à tous. Moi, je vais vous lire un extrait de Douleur exquise de Sophie Calle. Quand j'ai entendu parler du projet de la nuit de lecture pour Tiphaine, j'ai tout de suite pensé à ce livre parce que, en fait, c'est Sophie Calle qui est une artiste plasticienne qui obtient une bourse d'études pour partir 3 mois au Japon. À ce moment-là, elle est dans une relation avec un homme qu'elle aime passionnément. Et au moment où elle est censée le retrouver, au bout de ces 3 mois, ils se donnent rendez-vous en Inde et en fait lui ne vient pas et il la quitte. Et elle ressent une douleur si forte qu'elle décide à ce moment-là d'interviewer plein de gens et de recueillir le témoignage du moment le plus douloureux de leur vie pour réussir à ce que sa douleur à elle passe. Et donc apparemment ça a marché. Donc je me suis dit que c'était vraiment la meilleure option. Donc je vais vous lire plusieurs histoires différentes parce qu'elles sont très très courtes. C'est vraiment juste un petit témoignage de chacun. Donc voici le premier. C'était durant l'hiver 1976, en novembre. J'avais 25 ans. Je répétais une pièce au théâtre de Nanterre.
L'après-midi, durant la répétition, j'ai soudain éprouvé une sensation d'angoisse, une inquiétude étrange. J'ai quitté le plateau pour joindre au téléphone l'homme que j'aimais. Dans le foyer toujours désert, il y avait une moquette rouge, et je portais ce jour-là un costume rouge vif. J'ai composé, depuis la cabine téléphonique, le numéro du bureau où travaillait ce garçon. J'ai demandé à lui parler. La standardiste a répondu qu'elle était désolée, mais que ce n'était pas possible. « Pourquoi » ai-je questionné. Elle a dit « Monsieur est décédé ». Mon français était alors approximatif. J'ai insisté. « Je ne comprends pas ce mot, mademoiselle. » Silence. Je m'obstinai, elle a clarifié. « Cette personne vient de mourir. » J'ai d'abord cru à un malentendu, puis tout ce rouge m'est tombé dessus. J'ai compris qu'il s'était suicidé, que j'étais responsable. J'ai raccroché sans rien dire. Je me souviens aujourd'hui de la toute petite voix d'une jeune fille que j'ai forcée à m'expliquer le mot décédé. La cabine n'existe plus, le rouge non plus. Tout est blanc maintenant. Une autre histoire, peut-être un petit peu plus légère. C'est devant une boîte aux lettres que j'ai le plus souffert, à Cannes, en août 1963. Dans un hall immense, carrelé de dalles noires et blanches. Je revois l'escalier de marbre éclairé par la verrière et la porte d'entrée de l'immeuble en verre et en fer forgé. Les boîtes aux lettres en bois naturel, avec une grille, permettant de voir s'il y a du courrier à l'intérieur, étaient alignées sur le mur gauche. Il y en avait 2 rangées. Et dans une de ces boîtes aurait dû se trouver une missive qui ne venait pas, qui n'est jamais arrivée. Cela a duré 10 jours. Je n'ai vécu qu'en fonction de cette boîte aux lettres. J'ai cessé de dormir, de manger. Je me souviens que le facteur passait 2 fois par jour, à 11h15, à 15h20. C'était le 22 novembre 1963. Ma sœur et moi étions en visite à New York, et ce jour-là, alors que nous faisions la queue dans un supermarché, une femme s'est exclamée « Kennedy est mort !» Tout le monde s'est mis à hurler. Nous sommes restés 3 jours à pleurer sa disparition. C'était anormal de sangloter ainsi comme 2 vaches. Je suis rentrée chez moi. Un télégramme était glissé sous ma porte. Papa, décédé. Il était mort le même jour que Kennedy, et il avait déjà été enterré quand je l'ai appris. Je n'ai pas versé une seule larme. J'étais transie de douleur, mais vidée de larmes. J'avais pleuré mon père à travers Kennedy. C'était à Perpignan, en 1971, un samedi du mois de mai, en début d'après-midi. Je revenais de pension. En bas de chez moi vivait un électricien. Il m'attendait. C'est lui qui était chargé de tout me dire. Il m'a demandé d'entrer dans son atelier, m'a fait asseoir sur une chaise. Il m'a annoncé que mon frère avait eu un accident le matin même, qu'il avait reçu une porte de camion dans l'estomac. Il était paralysé. Cette nouvelle m'a presque rendu heureux. Mon frère était la seule personne qui comptait pour moi. Il s'appelait Bernard, il avait 20 ans, j'en avais 16. Mais c'était un casse-cou. Il venait de sortir de prison, je m'attendais toujours au pire. Dorénavant, je l'aurais sous la main, je pourrais exercer mon désir de possession. Pendant près d'1 heure, l'électricien a discouru, dans une sorte de délire, sur la vie en chaise roulante. Et brusquement il a conclu. Non, c'est faux, il est mort. Je me suis levée, je suis montée chez moi. Ma mère a dit. J'ai perdu l'être que j'aimais le plus au monde, mon seul fils. J'avais 12 ans, c'était en 1965, en mai, à Arcachon. Ma mère et moi nous reposions sous un marronnier. Il était midi, mon père était parti dans la matinée et nous l'attendions. Soudain, il est sorti du garage situé au fond du jardin. Hébété, hagard. Il nous a dit qu'il s'y était enfermé et qu'il avait tenté de s'asphyxier avec les gaz d'échappement de la voiture. Il a ajouté « Puis je vous ai vu, comme la Vierge et l'enfant, dans une auréole, et j'ai décidé de ne pas me suicider. » Sur le champ, sans réfléchir, j'ai enfourché ma mobilette. Je me souviens qu'elle était bicolore, orange et gris, et j'ai roulé. Fou de douleur d'avoir découvert que mon père était aussi minable. Écœurement, rejet de ce qu'il offrait comme représentation de la souffrance. J'ai roulé, droit devant, sur plus de 50 kilomètres, et puis je suis revenu. Et enfin le dernier. Le 8 août 1983, à 16h30, il m'a dit « Je ne t'aime plus ». C'était dans le sud de la France, la pièce donnait sur un pré. Ce n'est peut-être pas mon plus grand chagrin, mais c'est le dernier, ce qui fait de lui le plus précieux, si j'ose dire, et le plus proche de ma mémoire.
Je suis Chloé Thibault, journaliste, et je vais lire les premières pages de mon essai à paraître le 5 février en relisant Gainsbourg, aux éditions Bleu Nuit Éditeur. Il était notre Baudelaire, notre Apollinaire. C'est en ces termes que François Mitterrand, président de la République, salue la mémoire de Serge Gainsbourg le 2 mars 1991 dans un télégramme de condoléances. Il ajoute « Par son amour de la langue et son génie musical, il a élevé la chanson au rang d'un art qui témoignera de la sensibilité d'une génération. En effet, celui qui, 6 ans plus tôt, recevait la croix d'officier dans l'ordre des arts et des lettres, a élevé la chanson au rang d'un art mineur, dirait-il. Mais plus encore, il a fait entrer la chanson en littérature. Pourtant, son dessein initial était plutôt de devenir notre Dali, notre Picasso. Né le 2 avril 1928 à l'Hôtel-Dieu de Paris, Lucien Ginsburg a une sœur jumelle, Liliane, et une sœur aînée, Jacqueline. Avant la naissance de celle-ci, en 1926, un autre enfant, Marcel, est né en 1922 et mort d'une bronchite à 16 mois. Les parents de Lucien sont juifs d'origine russe et ont émigré en France quelques années plus tôt. Sa mère, Olia, ne travaille pas. Et son père, Joseph, est musicien et se produit dans des bars, des restaurants et des cabarets de Paris et de province. Il apprend le piano à Lucien et ses sœurs dès leur plus jeune âge et dans la plus grande rigueur. À l'école, Lucien est un élève normal. Il reçoit la Croix d'honneur à l'âge de 10 ans. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il est atteint d'un double mal, une étoile sur la poitrine et une péritonite tuberculeuse qui aurait pu lui être fatale. Puis, les Ginsburg doivent quitter Paris et se réfugier à Limoges. Lucien suit des cours au collège de Saint-Léonard de Noblat. Un jour, il doit se cacher dans les bois à cause d'une descente de la milice qui vérifie s'il n'y a pas d'enfants juifs à l'école. Il s'en va donc comme le petit Pousset et se construit une petite hutte. Les études l'intéressent de moins en moins et une vocation l'appelle de plus en plus. Non pas la musique, mais la peinture. Il est d'ailleurs inscrit à l'Académie Montmartre depuis 1941, où il suit les cours d'André Lotte, qu'il admire, et de Fernand Léger, qu'il n'aime pas. Après la Libération, les Ginsburg sont de retour à Paris. Lucien, inscrit en première au lycée Condorcet, a pris un retard scolaire considérable. Il obtient une moyenne de 1 sur 20 en français. Il reprend ses cours de peinture et de dessin et lorsqu'il est exclu du lycée, il souhaite intégrer les beaux-arts pour devenir artiste peintre. Toutefois, ses parents réussissent à le convaincre de s'inscrire en architecture, un domaine moins précaire. Après 1 an, il abandonne. À cette époque, il rencontre Elisabeth Levitsky, qu'il épousera en 1951. Au mois de septembre 1947, il s'inscrit à l'école normale de musique de Paris, où il apprend le solfège et l'harmonie. Il raconte « Comme mon père savait qu'on crevait souvent la dalle quand on essayait de vivre de sa peinture, il avait eu soin de me faire prendre des cours de guitare. » Aussi, tout en cherchant son propre style pictural, Lucien débute sa carrière de musicien, en jouant dans des bals et des mariages. Avant qu'il parte pour effectuer son service militaire, Elisabeth Levitsky, qui était la secrétaire du poète surréaliste Georges Huguet, met la main sur les clés de l'appartement de Dali, où elle invite Lucien. Il semble y vivre l'une de ses premières expériences de futur esthète. Je cite « Nous y passons quelques nuits, dans un grand lit carré couvert de fourrure. Le salon était tapissé d'astracans, je foulais à mes pieds des dessins de Miro, Picasso ou Dali. Dans la salle de bain de gala, il y avait une baignoire à la romaine et des centaines de bouteilles de parfums, de lotions en tout genre. Il y régnait une odeur de regret, de flashback, de luxe effréné. » À son retour de l'armée en 1950, il devient professeur de dessin au centre d'éducation pour enfants juifs de Maisons-Laffitte. Il partage avec eux ses premières compositions. En 1954, conseillé par son père, il passe le concours d'entrée à la SACEM. Il y dépose 6 chansons le 26 août, dont « Les amours perdus » et « Défense d'afficher », sous le pseudonyme de Julien Gris, qu'il adopte en référence au nom d'épouse de sa sœur Jacqueline Legris et au peintre Juan Gris. Ce nom d'emprunt est un premier indice du goût de Gainsbourg pour la littérature. Julien est une référence au héros de Stendhal dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel.
Il travaille ensuite chez Madame Arthur et chez Milord Larsouille, 2 célèbres cabarets parisiens. Embauché comme pianiste et guitariste, il rencontre Michel Arnaud, qui l'accompagne. Comme l'écrit Bertrand Dical, de 1955 avec Michel Arnaud jusqu'à son premier disque en 1958, il va vivre plusieurs évolutions décisives qui transforment un jeune musicien trop différent en un possible chanteur. En 1956, Lucien Gainsbourg devient Serge Gainsbourg. Il confesse « Lucien commençait à me gonfler. Je voyais partout chez Lucien, coiffeur pour homme, Lucien, coiffeur pour dame. Les psychologues disent que ce qu'il y a de plus important dans votre vie, c'est les prénoms. Certains sont bénéfiques, d'autres maléfiques. Sur le moment, Serge m'a paru bien, ça sonnait russe. Quant au A et au O rajoutés à Gainsbourg, c'est en souvenir de ses profs de lycée qui écorchaient mon nom. » Sa biographie est composée d'épisodes marquants devenus familiers du grand public. La destruction de ses toiles, la sortie du Poinçonneur des Lilas, ses rencontres décisives avec Boris Vian, France Gall, Brigitte Bardot et Jane Birkin, sa version controversée de la Marseillaise ou encore l'incendie du billet de 500 francs. Mais l'importance majeure que la littérature a eue dans la vie de Serge Gainsbourg est un élément moins connu. Interrogé par Jean-Pierre Leonardini, il raconte qu'il a eu le goût de lire tout gamin et qu'il était un très bon élève. Lorsqu'il se souvient de ses premières lectures, il pense immédiatement aux contes de Grimm, de Perrault et d'Anderson, puis à Rudyard Kipling, à James Fenimore Cooper, il a pleuré aux dernières pages du Dernier des Mohicans, à Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, et à Daniel Defoe. Il relit sans arrêt dans l'édition de la Pléiade le journal de l'année de la peste. Les livres, il les emprunte à ses sœurs, élèves brillantes au lycée Jules Ferry. Vers l'âge de 15 ans, il apprécie la poésie libertine de Catulle. À l'armée, il dévore les livres de la collection Série Noire, ceux de Chester Himes, La Reine des Pommes, en particulier, et de Peter Chenet. En grandissant, il le revendique. Mon siècle d'élection, c'est le 19e. Alors, il cite toujours les mêmes noms qui deviennent autant de modèles. Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire et Edgar Allan Poe, d'ailleurs traduit par Baudelaire, qu'il rencontre en démarrant sa formation de peintre. Il découvre Benjamin Constant, Gustave Flaubert et Joris Karl Huysmans au lycée Condorcet. Les 2 livres dont on trouvera partout la trace dans sa carrière et sa vie future sont À rebours et Adolphe, et il possède de Flaubert un exemplaire de l'édition originale de Madame Bovary, à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux. Lorsqu'on lui demande s'il cherche dans les livres des réponses à ces questions, il confie « Non, je subissais mes lectures, c'est tout, je ne suis pas un intellectuel. » Selon Gilles Verland, journaliste musical et fidèle ami de l'artiste, sans se la jouer un télo, il est évident qu'une des grandes qualités de Gainsbourg, c'était sa culture. Une culture vaste, mais centrée sur certaines époques, le dandysme de la seconde moitié du XIXe siècle, les dadaïstes du début du XXe. L'influence de la littérature sur son œuvre va au-delà des noms qu'il cite, et c'est bien là ce qui m'intéresse. Expliquer comment il s'est nourri de cet héritage passé tout en faisant son entrée fracassante dans la modernité, comment, en se réclamant d'une autre époque, il s'est profondément inscrit dans la sienne. Mais avant cela, quelle conception Gainsbourg a-t-il de la chanson et de l'artiste ? Peintre autodéfait, il répète toute sa vie que la chanson est un art mineur, car, contrairement à la peinture et au dessin, elle ne nécessite pas d'initiation. Lors d'une altercation restée célèbre avec le chanteur Guy Béard, Gainsbourg lui déclare « Tu as besoin d'initiation pour l'architecture, la peinture, la musique classique, la littérature et la poésie. Nous ne faisons pas de la poésie. » Nous touchons au paradoxe de Gainsbourg. Il a l'esprit poétique, nombre de ses textes relèvent davantage de la poésie que de la chanson, et il utilise très souvent des thèmes de musique savante pour composer. Au cours de cette émission, il avoue d'ailleurs que certaines de ses chansons ont frôlé, ont approché Rimbaud. Alors, pourquoi refuser à son art le mode majeur ? Peut-être qu'à ses yeux, l'artiste, et donc a fortiori l'artiste de chanson, est un gentleman de l'inutile. Il ne sert strictement à rien, et c'est ça la grandeur de l'affaire. On pourrait se passer de lui. Ici, Gainsbourg rejoint Baudelaire qui écrit dans Mon cœur mis à nu « Être un homme utile m'a toujours paru quelque chose de bien hideux ». Gainsbourg n'aime pas le mot artiste et lui préfère celui de marginal.
La chanson, comme l'a été la peinture, est pour lui une manière de vivre en marge de la société. Et derrière cette posture se lisent déjà ses ressemblances avec le personnage de Huysmans dans À rebours, Jean des Esseintes. Partant de ces premiers constats, je me suis d'abord intéressée à l'homme Gainsbourg, produit de ses lectures, enfant du XIXe siècle. Dans un deuxième temps, j'ai analysé ses textes afin d'évaluer, parfois en faisant des paris plus ou moins osés, l'influence de la littérature sur ces derniers. J'ai aussi passé au crible son seul et unique roman, Evgueni Sokolov, tout en me demandant si les albums concept Histoire de Melody Nelson et L'homme à tête de chou pouvaient être considérés comme des romans musicaux. Enfin, je me suis concentrée sur la langue gainsbourgienne, car aux futures lectrices et lecteurs déjà passionnés par Gainsbourg ou curieux d'en apprendre davantage sur lui, je voudrais prouver qu'il mérite sa place en littérature, auprès de Rimbaud comme il le désirait. Et pour finir, je le cite, « Je vais essayer de rejoindre Rimbaud, disait-il, je veux l'approcher. Un jour je le retrouverai, quelque part en Abyssinie, où il faisait le trafic des armes et de l'or. » Extrait de Comme une mère, Karine Ressé, édition de l'Olivier. J'embrasse mon gris-gris japonais. J'ai failli l'oublier à la maison. Il était resté sous l'oreiller de ce lit bien trop grand, dans la chambre bleue donnant sur la rue, avec des barreaux aux fenêtres. Je l'ai acheté à Kyoto, dans un sanctuaire shinto, coincé entre un poste de police et une boutique de souvenirs, à l'intérieur d'une galerie commerçante. C'est une sorte de peluche grise avec un fichu rouge, les yeux et la bouche sont dessinés au feutre noir. Elle est toujours près de mes doigts, fétiche pour conjurer le malheur. Elle représente Shizo, le dieu des voyageurs et des enfants. Il les protège et arrache aussi des limbes les bébés morts in utero, morts trop tôt pour les conduire au paradis. Étonnamment, je n'ai pas peur. Mon bébé, tu es à ma portée, seule ma peau nous sépare, si fine. Tu vas bientôt connaître mes baisers. Pour l'instant, tout se déroule parfaitement. J'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai sémé tant de vœux à Kyoto et jusqu'à présent, ils se sont réalisés. J'ai écrit mes souhaits sur des plaquettes de bois destinées à être brûlées, sur des feuillets que je fixais à des branches d'arbres en métal. J'ai accroché des guirlandes en papier et en tissu coloré. J'ai fait sonner des cloches, chassé les mauvais esprits en claquant dans mes mains, jeté des pièces sur la tête d'une grenouille et dans la source où se lave la lune. J'ai caressé les statues de Giso un peu partout, devant une rivière à Ora, un village perché sur les montagnes, au milieu d'un champ de stèles sous un érable doré, dans la neige. La statue de Nara en bois narcis, près du Bouddha géant en or, ressemblait à une vieille sorcière. Je me souviens d'une tombe d'enfant près de la rivière, non loin du temple du phénix, qui croulait sous les jouets et les peluches. J'entends de nouveau des cris, de colère, de douleur. La sage-femme qui vient de percer ma poche des os comme un ballon avec une aiguille interpelle une de ses collègues et lui demande ce qui se passe dans la jonquille. Elle lui répond que c'est la fille au dragon tatoué sur l'épaule. « C'est une X, c'est ça ?»« Oui. Elle peut toujours attendre pour que j'appelle l'anesthésiste. » Je me bouche les oreilles. Nous avons tous de ces lâchetés. Dans la salle de travail, elle n'arrêtait pas de râler qu'elle avait mal, qu'on lui avait promis que ça n'arriverait pas. Elle ne doit pas avoir plus de 18 ans. Elle est si maigre, malgré son ventre qui faisait remonter son t-shirt trop court sur les cuisses. La sage-femme avait beau lui expliquer que ce n'était pas contre elle, rien ne semblait la calmer. J'ai mis mon Walkman pour ne plus rien entendre, réécouter les disques qui m'ont accompagné ces derniers mois. Je ne peux pas partager la souffrance des autres, je n'ai plus les épaules pour ça. J'ai besoin de calme et de sérénité pour mettre au monde mon enfant. Je l'attends depuis si longtemps. Tout est prêt pour notre retour. J'ai laissé ta chambre plongée dans la pénombre, le soleil filtrant par les persiennes. C'est moi qui l'ai peinte, bleu lavande et verani, qui ai posé la frise de poussin sur les murs. Je me suis donné du mal. Oui, tout est prêt, le mobile avec les nuages, le coffre à jouer plein comme un œuf, la turbulette aux papillons, les tableaux, les affiches, le tapis de jeu avec la mare, les nénuphars et les libellules, un fauteuil en osier pour te bercer, la boîte à musique Totoro, les peluches, des chats, un éléphant, un crocodile, la guirlande de hibou, la veilleuse panda, la lampe jaune en forme d'ourson. C'est si joli. Après avoir vérifié une dernière fois que tout était en place, j'ai frappé des mains et tu m'as tapé dans le ventre. Tu étais content, mon petit garçon. Nous étions à l'unisson comme toujours.
Quand nous reviendrons dans la maternité, cette chambre ne sera plus vide, enfin. Oui, tout est prêt, depuis 9 ans, j'ai eu le temps. J'ai même dû jeter des choses et en racheter. Des produits périmés, des bodys blancs, jaunis avant même d'avoir été portés. Je surveille régulièrement le monitoring qui enregistre ton rythme cardiaque et celui des contractions. 2 fois la coupe est passée sous la barre des 100 battements par minute. Mais on m'a dit de me tourner sur le côté gauche et depuis ça va mieux. J'ouvre mon anthologie de haïkus, ma bible du moment. Je relis les plus joyeux, les plus lumineux. Avant de partir, j'ai pris la carte postale de Nathan dans le tiroir jaune de la cuisine. Je l'ai glissée dans la poche de mon manteau violet. D'un côté, le lac rose du Sénégal, de l'autre, un numéro de portable étranger et une laconique mention « En cas de besoin ». Il me manque soudain. Mon bébé, notre enfant va venir au monde. Et il est si loin de nous. C'est là-bas que j'ai perdu mon amour à Kyoto. Nous étions partis pour 6 mois, je me suis sauvée au bout de 3. Ces derniers temps, il filait de son côté, ses appareils à la main, pour capter des sons, des lumières, des ambiances dans la ville. Je me réfugie dans les lieux où nous étions allés tous les deux, avec mon secret caché au fond du ventre. Les temples et leurs jardins de sable, de pierre, leurs cerisiers, leurs pins, leurs érables, le chemin des philosophes, son canal et ses arbres fleuris, ces coins de campagne, Arashiyama et Sagano, à 2 pas du centre. Je me suis enfuie, je ne lui ai rien dit. Je n'ai pas dit que j'étais enceinte. Il n'aurait pas supporté. Il ne pouvait plus supporter tout ça. Au long de la rivière, je n'ai vu aucun pont. Ce jour est sans fin. Comment continuer à l'aimer quand tous nos espoirs, tous nos rêves redevenaient poussière, quand mon corps ne fabriquait que la mort? Je suis rentrée à Paris, j'ai attendu mon bébé, confiante. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était dans ce café que nous aimions tant près de la Cigale, avec le lustre de bouteilles au plafond. Nous devions régler les détails de notre séparation. L'odeur de la cigarette me donnait envie de vomir. Il n'a rien remarqué, pas même ma robe de grossesse. Quelques jours plus tard, il s'envolait pour l'Afrique. Tout à coup, j'ai si chaud. Je frissonne. Je n'arrive même plus à parler. Je cherche mon gris-gris. Mes doigts engourdis n'ont pas la force de le ramasser par terre. Je suis dans les vapes. Devant moi se dresse le petit autel du temple à Dachino. Une bougie allumée, des branches de coton, de l'encens qui brûle, de la cendre, de la mousse sur le toit, des rideaux violets, une statue qui tient un fœtus dans sa main. De l'eau coule d'une fontaine. Je pense à mes 2 anges. J'ai demandé à Gisot de les prendre dans ses bras. Je me souviens aussi de l'avoir supplié de protéger cette vie qui grandissait dans mon ventre. Ma langue pèse lourd, j'ai des cailloux dans la bouche. Je me sens partir, ce n'est pas le moment. Madame Zimmermann, madame, la sage-femme me parle, mais je ne l'entends pas. Je ne la comprends pas. Je vois seulement ses lèvres bouger. Je souris bêtement. Elle me tapote les mains, puis les joues. Elle appelle quelqu'un. C'est Mathilde de Nantes et je vais vous lire un extrait du livre de Christophe André, Méditer jour après jour. Extrait du chapitre Avancer même blessé. Mètre après mètre, instant après instant. Ne pas rester les bras baissés. Il y a des alliés à la pleine conscience, l'action par exemple. On peut faire comme lors d'une marche épuisante, quand nous saisit la tentation de l'arrêt, alors que s'arrêter n'est pas possible. Baisser doucement la tête et avancer pas après pas, mètre après mètre. On peut agir et avancer même si on n'est pas sûr que ce soit utile, même sans certitude, et désobéir aux ordres d'impuissance qui déferlent. Sentir ces vieux automatismes surgis du passé qui tentent de reprendre le pouvoir, et continuer quand même. Surtout ne pas se couper du monde. Relever la tête, s'imprégner de tout ce qui existe autour de nous, voir l'assaut des pensées de découragement et d'effondrement, mais ne pas rester enfermé avec elles en dedans de soi. Ouvrir en grand les portes et les fenêtres du mental sur le monde qui nous entoure. Avoir confiance, c'est croire qu'il y a dans la vie, dans toute vie, quelque chose de bon, et peut-être même de tendre. C'est continuer à aimer la vie même quand elle semble dure. C'est penser qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être digne d'être vécue. Disons-le simplement, faire confiance à la vie, c'est penser qu'elle est plutôt une bonne chose. Qu'il y a au fond du monde, malgré le scandale qu'il abrite parfois, quelque chose comme une tendresse, une lumière que nous avons tous déjà entrevue et qui ne s'oublie pas.
Nous n'avons pas nécessairement besoin de savoir d'où elle vient. Nous ne savons pas toujours en quoi nous avons confiance lorsque nous avons confiance en la vie. Nous avons confiance, c'est tout. C'est une confiance sans objet, une confiance pure. Dans les épreuves que nous traverserons, face aux difficultés que nous rencontrerons, au cœur des nuits les plus sombres, nous pourrons nous réchauffer au souvenir de cette flamme. Faire confiance à la vie, c'est faire confiance à cette lueur, même quand elle s'éblit. Voici un extrait de Inconnu à cette adresse de Catherine Cressmann-Taylor. Ernst Martin Schulze, Munich, Allemagne. Martin, je t'écris de nouveau car j'y suis obligé. Un sombre pressentiment m'habite. J'ai écrit à Griselle dès que j'ai su qu'elle était à Berlin et elle m'a répondu un mot très bref. Les répétitions se passaient brillamment et la pièce devait être incessamment à l'affiche. Ma seconde lettre, qui contenait plus d'encouragement que de mise en garde, m'a été retournée non ouverte, avec la mention inconnue à cette adresse. Quelles ténèbres véhiculent ces mots? Comment pourrait-elle être inconnue au théâtre même où elle joue? Il s'agit sûrement d'un message signifiant qu'il lui est arrivé malheur. On sait ce qui s'est passé, mais vous n'en saurez jamais rien, disait-c'est caché sur l'enveloppe. Elle est tombée dans une sorte de vide et il est inutile de la chercher. Voilà tout ce qu'on me dit par ces deux mots, adressant unbekannt. Martin, dois-je te demander de la trouver, de la secourir? Tu as connu sa grâce, son charme, sa beauté. Elle t'a donné ce qu'elle n'a donné à aucun autre homme, son amour. N'essaie pas de m'écrire. Je sais que je n'ai même pas besoin de te demander ton aide. T'apprendre qu'elle est sans doute en danger suffit. Je la remets entre tes mains, car je n'ai aucun autre recours. Max. Pour Tiphaine, un extrait de Tout peut s'oublier, mon dernier roman. Claire l'avait largué sans préavis. Il avait tout pris dans la gueule en une seule livraison. Elle était enfin enceinte, mais pas de lui. Elle partait vivre avec le futur père, un avocat rennais qui roulait en Audi coupé et possédait une résidence secondaire dans les environs. Il n'y avait rien à ajouter, rien à négocier. Elle le laissait seul dans la maison perdue dans la campagne, à quelques kilomètres du littoral, où ils avaient vécu ensemble pendant plus de 10 ans. Où ils avaient été heureux, croyait-il. Mais sans doute s'était-il trompé. Sans doute n'avait-il rien vu venir. Tu vois jamais rien de toute façon, lui avait-elle asséné. Tout te passe sous le nez sans que tu t'en aperçoives, t'as toujours été comme ça. Hein. Comme si pour toi la vraie vie ne se passait que dans les films et que le réel n'était qu'une fiction, que tu regardais de loin à distance. La sentence lui avait paru sévère, mais elle n'avait peut-être pas tort. Nathan n'en savait rien. À vrai dire, il n'avait jamais réfléchi à ce genre de choses. Son propre cas ne l'avait jamais beaucoup intéressé. Il avait parfois la sensation d'être une sorte de figurant dans le film de sa propre vie, de n'y tenir qu'un rôle secondaire, mais ça lui allait comme ça, lui convenait. Il n'en avait jamais demandé plus. Il n'avait jamais rêvé d'être au premier plan. Il avait mis les voiles le lendemain, emporté le strict nécessaire et abandonné Nathan au milieu des souvenirs de leur vie. Il avait accusé le coup, passé quelques mois à dévaler la pente, à respecter scrupuleusement toutes les étapes du programme standard. Il avait pleuré sur son sort, négligé son travail, trop bu, trop fumé, baisé avec n'importe qui, s'était répandu auprès de ses proches. Il avait laissé la poussière se déposer partout dans la maison, les herbes pousser dans le jardin, et la végétation tout envahir. Les gouttières se gorgeaient de feuilles et se bouchaient, le bois des volets pourrir, le fer forgé du portillon rouillé, les fissures se creusaient dans les épais murs de pierre. Il s'était cru inconsolable, anéanti, et dans un sursaut d'orgueil avait fini par se ressaisir. Par un réflexe de survie, avait soudain réalisé qu'il lui fallait se sauver, qu'il lui fallait prendre l'air, du champ, de la distance, partir quelque part. Kyoto fut la première destination lui venue à l'esprit. Il prit ses billets, avertit ses employés au cinéma, ses parents, ses amis. Personne n'osa lui faire remarquer à quel point le projet était paradoxal. Nathan n'était jamais allé au Japon sans Claire. C'est ensemble qu'ils avaient découvert Kyoto et le Kansai. Leur passion commune pour cette ville et ses paysages environnants, la sensation qu'ils y avaient toujours eu d'y être à leur place comme nulle part ailleurs, le bonheur qu'ils y avaient toujours connu constituait une bonne part du ciment qui les liait et les tenait côte à côte. Ils y avaient séjourné à 6 reprises au fil des années. C'était leur truc à tous les deux. Y retourner seul risquait d'être plus douloureux qu'autre chose. Il y marcherait sur des traces mal effacées. Il rouvrirait des cicatrices mal refermées. Il y croiserait à chaque détour leurs propres fantômes. Il y avait mieux comme nouveau départ. Plus efficace comme thérapie pour se soigner d'une rupture. Non, personne n'osa l'avertir, et s'il y songe à lui-même, il n'en tint nullement compte. Il s'envola pour Paris au printemps. De Paris au printemps. À Kyoto, c'était déjà l'été. La floraison des cerisiers était loin derrière. Dans les jardins des temples, les azalées et les rhododendrons plantés dans une mousse d'un vert tendre et phosphorescent avaient pris la relève. Il pouvait les admirer depuis la fenêtre entr'ouverte du salon de sa maison de location, au pied de la colline Yoshida.
Là non plus, rien ne lui avait effleuré l'esprit au moment de réserver. C'était pourtant la même maison orange, accolée au même petit temple, celle-là même où il avait séjourné tant de fois avec Claire. Où ils avaient accueilli des amis, des membres de la famille, celle qu'ils avaient fini par considérer comme leur résidence secondaire. L'odeur des tatamis, le bois sombre tirant sur le rouge des meubles et du parquet, les panneaux coulissants à croisillons tendus de papier ivoire, la disposition des pièces, le bar qui séparait la petite cuisine du salon, les tableaux, les statues, les bibelots, les motifs des futons, tout lui était familier, et bien sûr, il lui fut d'abord étrange de s'y trouver seul, tout comme furent étranges et flottantes les premières journées du séjour qu'il passa à rejouer leurs itinéraires favoris. De temples en sanctuaires, de ruelles en jardins, de cafés en restaurants, il allait partout où ils étaient allés tant de fois ensemble. Plus que l'absence de Claire, c'était de cheminer seul qui le troublait. Mais tant qu'à devoir s'y résigner, c'est encore à Kyoto qu'il préférait le faire. Ailleurs, il aurait sans doute été frustré de ne rien pouvoir partager, de penser en permanence « Ah, si elle voyait ça, cet endroit lui aurait tant plu. » Rien de ce qu'il y redécouvrait n'était inconnu de Claire. Aucun de ces lieux ne lui était étranger, et c'était mieux ainsi. Et puis Nathan y avait ses repères, ses habitudes, les gens qu'il croisait depuis tant d'années, voisins, commerçants, le reconnaissaient, le saluaient, et ils échangeaient quelques mots en anglais. Personne ne lui demandait où était sa compagne. La discrétion, la pudeur, la délicatesse des gens de ce pays n'étaient donc pas qu'un cliché, se disait-il. Et il feignait de ne pas y voir une simple indifférence, teintée de la politesse de façade qui allait avec. Il passa ainsi les premiers jours à errer le long des collines, à flâner dans les jardins parfaits et à hanter les salles de prière. Il se perdit parmi les maisons anciennes, traversa des rivières, suivit leur cours aussi loin que leurs berges le menaient, gravit des monts sacrés, les yeux rivés aux arbres immenses, couronnés de ciel limpide. Dans la campagne, au milieu des champs de fleurs, des rizières et des habitations de bois, le long de lacs bordés d'érables et de cerisiers, au fin fond des forêts de bambous, quelque chose en lui se dénouait, lui semblait-il, se délivrait. Il retrouvait un peu d'air, un peu d'allant. Les jours suivants, il prit des trains pour rejoindre la mer intérieure, ces îles bombées posées sur un glaçage parfait d'eau turquoise, un anneau de sable blond les encerclant, des forêts vierges les ensevelissant. Comme autrefois, Miyajima dédain fouinèrent dans son sac à dos pour y débusquer un peu de nourriture, et leurs museaux le frôlèrent tandis qu'il s'endormait sur la plage. Il escada le mont Mizen, fit tinter les cloches des sanctuaires, mit à brûler de l'encens, dormit dans des auberges, se laissa amollir par l'eau brûlante des sources chaudes et dîna vêtu d'un yukata, parmi les clients éméchés. Tout cela le soignait, pensait-il. L'horizon s'ouvrait de nouveau. Au lieu de le ramener à Claire, tout l'en éloignait. Il reprenait enfin possession de sa vie et de lui-même. Son pouls lui semblait plus régulier, son cerveau lavé, son cœur lessivé. Elle pouvait bien aller au diable, ou se faire foutre. Ce n'est qu'à la fin de la première semaine qu'il traversait la ville d'est en ouest pour aller se perdre à Arashiyama et Sagano. Il ignorait pourquoi il avait tant tardé, peut-être parce que c'était leur itinéraire favori, en dehors des excursions rituelles dans les villages d'Ohara ou de Kurama. Sans doute avait-il craint inconsciemment que cette fois la nostalgie ne lui plante un morceau de verre en plein cœur. Le train le déposa près de la rivière et du pont sur la Lune, et il recomposa leur journée type, étape par étape. D'abord la traversée du pont et la marche sur les berges. Plus on avançait, plus la gorge en serrant le cours d'eau s'étrécissait, et plus la Katsura accélérait son flux, se colorait, miroitait, se vivifiait, comme si les monts qui tentaient de la contenir, les roches qui affleuraient en son milieu ou la bordaient, les animaux qui de plus en plus faisaient ressentir leur présence la contaminaient, la rendaient à sa nature première, sauvage, impétueuse, limite ardéchoise. Des touristes la descendaient à bord de longues barques couvertes, munies de bières et de brochettes de poissons grillés. Un peu saoul, hilar, la peau rougie par le soleil, il saluait Nathan au passage. Allongé sur le rivage abandonné à la rumeur aquatique, que lézardaient les cris perçants des oiseaux de proie, celui-ci leur répondait d'un geste vague. Il était bien, parfaitement à sa place, un peu ivre lui aussi. Sur un rocher au milieu de l'eau, un héron prenait la pose, très classe, assez hautain. Nathan finit par s'assoupir. L'après-midi, il flâna au hasard des ruelles et des boutiques. Tout prenait toujours dans ce coin de la ville aux allures de village une texture de vacances. Il y régnait quelque chose d'alangui, de délicieusement délacé, une douceur soyeuse. Les jardins du temple, l'étang et les étendues de mousse plantées d'arbres aux racines rampantes, les fleurs capiteuses, le lacis des sentiers s'élevant au-dessus de la ville, la lumière dans les branches, tout était parfait. Passé la grande forêt de bambous, il déboucha sur une campagne radieuse, jonchée d'étangs et de sanctuaires cachés dans des bois d'érable et des plaques miniers. S'y nichait un atelier dont l'entrée était gardée par une multitude de statues de tanuki.
Certaines mesuraient sa taille, le dépassaient même. Il connaissait bien ces bestioles. Il avait pris Claire en photo des dizaines de fois parmi ces grands ratons laveurs à grosses couilles. Le jardin n'avait pas changé, parsemé de kakis fraîchement tombés de l'arbre, de tables et de longs bancs de bois. On pouvait s'y faire servir un thé matcha accompagné de boules de riz gluants, grillées, ou de longs biscuits à la cannelle, fins et incurvés. Par la verrière, on accédait ensuite à l'espace de vente et d'exposition. Un pays des merveilles pour les amateurs de céramique japonaise, un cauchemar pour la carte Visa. Derrière une cloison coulissante laissée entrouverte, il aperçut l'atelier où s'activait Kazuo Asano, le maître, longs cheveux grisonnants et barbichette en pointe, et ses deux apprentis. L'une d'elles lui plut davantage que l'autre. La chance aidant, c'est bien elle qui laissa en suspens son travail pour lui souhaiter la bienvenue et se déclarer à sa disposition. Ses grands yeux sombres, ses traits délicats, sa silhouette fragile, son sourire et son accent, sa manière de replacer ses mèches sous le foulard qui lui couvrait le crâne, de barrer sa bouche de sa main quand elle riait en s'excusant de son mauvais français, rien n'échappa à Nathan, tandis qu'il faisait mine d'admirer les pièces exposées et proposées à la vente. Et rien non plus, quand elle encaissa ses achats, et avec infiniment de soin les emballa. Elle le félicita pour ses choix, le hasard faisait bien les choses une fois encore, c'était elle qui avait fabriqué ces tasses et cette coupelle. Le dégradé émeraude tranchant avec l'anthracite de la base et les incrustations d'émaux turquoise piquées d'éclats carmins lui plaisaient particulièrement, mais moins que le regard de la céramiste qui les avait façonnés. Avant de quitter l'atelier, il ne put s'empêcher de lui demander où elle avait appris le français. Ça la fait rire, mais elle répondit quand même. Elle fréquentait les cours de l'Institut franco-japonais du Kansai. C'était tout près de la maison que louait Nathan. Il suffisait pour s'y rendre de grimper la colline boisée, puis de la redescendre, de longer l'université, c'était là, au bout de la rue pour ainsi dire. Mais qu'est-ce que ça pouvait faire? Ils allaient se dire au revoir et elle allait rejoindre dans sa mémoire la foule des passantes dont parlait Brassens et Baudelaire, une nuée de visages entreaperçus, d'amours imaginaires, de possibles aussitôt oblitérés. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année, aurait chanté Dominica, si on lui avait demandé d'illustrer la scène. Ils bavardèrent quelques instants encore. Il n'était jamais allé en France, mais en rêvait. Tout dans ce pays la fascinait, l'architecture, les paysages, la langue, la peinture, la photo, les chansons et bien sûr le cinéma. Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Romy Schneider, Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Jean-Pierre Léaud, les premiers Godard et tout Truffaut, Claude Sautet, Alain Resnais, Éric Rohmer. « Ah, c'est drôle !» s'exclama Nathan, en saisissant la balle au bon. « Vous aimez Rohmer ? Vous avez vu Conte d'été ?» Bien sûr qu'elle l'avait vu, et sa façon de prononcer Melville Poupeau était charmante. Nathan lui confia que le film avait été tourné dans la ville où il tenait lui-même un cinéma, et certains plans pas si loin de la maison où il vivait en Bretagne, sur la côte d'Émeraude. C'était ridicule. Qu'est-ce qui lui prenait ? Il se fit honte soudain, dans le costume du dragueur à 2 balles, du gros lourd en voyage chevautrant dans tous les clichés possibles. Et puis qu'est-ce qu'il croyait ? Qu'est-ce qu'elle pouvait en avoir à faire de lui ? Il avait vu sa gueule. Il quitta la boutique, reprit ses esprits et poursuivit son périple à travers les rues calmes et ensoleillées de Sagano. Le village serpentait, languide, au pied de collines boisées. Leurs camailleux de verre cotonneux se trouaient par endroits de taches roses qu'on aurait dit tracées à l'aérographe. Il fit une halte dans le temple que Claire aimait tant. À l'ombre des érables, des murets rongés de lichen encerclaient des alignements de pierres sculptées figurant naïvement Bouddha, lequel les surplombait en une version plus grande et achevée, le cou ceint d'un collier de perles translucides. C'était un cimetière des pauvres. Un peu en retrait du bâtiment principal se dressait un autel dédié à Giso, la divinité protectrice des enfants morts. Des dizaines de jouets et de vêtements de bébés s'entassaient autour de la statue, des offrandes et des bougies. Claire ne manquait jamais de s'y recueillir, un moment, et toujours ses yeux se mouillaient de larmes. Elle avait eu un petit frère. Il n'avait vécu que 4 mois, emporté par la mort subite du nourrisson. En déposant sa bougie, Nathan se sentit un peu merdeux. La jolie céramiste occupait un peu trop ses pensées. C'était hors de propos, lui semblait-il, vaguement blasphématoire. Le soir venu, flânant dans les jardins endormis d'un temple ouvert de jour comme de nuit, celle dont il ne savait pas encore qu'elle se prénommait June planait toujours dans les recoins de son esprit. Mais c'était une pensée légère, une petite rêverie vaguement érotique sans conséquence, qu'il laissa volter au milieu des pins taillés et des statues de pierre. Au matin, elle lui serait sortie d'esprit. En tout cas, c'est ce qu'il voulut croire.
Pas un instant il ne songea à retourner à Sagano, ni même à tenter de la croiser de nouveau. Il passa à autre chose. Le lendemain, il reprit son séjour là où il l'avait laissé. Il faisait beau, la lumière était dorée, ça lui sembla idéal pour s'aventurer vers le nord, idéal pour les temples, les jardins et les ruelles qu'il visait. La terrasse de bois donnant sur le large bosquet d'azalées, la fontaine dont le jet d'eau était guidé par une feuille de camélia, le pin majestueux au milieu du jardin sec, dont le soleil faisait rougeoyer le tronc. Les grands camphriers plantés dans la mousse le long du mur blanc couronné de tuiles anthracites. Le petit pont rouge enjambant le canal, le sentier longeant ce jardin privé que Claire aimait tant, puis s'enfonçant parmi les hauts cèdres, la pagode et les motifs tracés dans le sable ratissé. Il dériva ainsi une bonne partie de la journée, visita un sanctuaire et médita face à un jardin de thé, se nourrit du don à l'anguille dans un petit restaurant au bord d'un étang ombragé, et sur le chemin du retour se fit surprendre par une biche. Elle avait fait irruption entre deux maisons en lisière des bois, et le fixa longuement de ses grands yeux ourlés alors qu'il se dirigeait vers la gare de Shugakuen. On aurait dit qu'elle cherchait à lui faire comprendre quelque chose. Il décida finalement de rentrer à pied en suivant la voie ferrée. Les trains de la Eisine Line le frôlaient et rasaient les maisons. Les barrières des passages à niveau s'abaissaient et se relevaient tous les 20 mètres. Il aimait bien le bruit émis par le signal sonore, c'était comme une petite musique qui rythmait ses pas. Le soir tombait quand il arriva sur les berges de la Camo. La rivière fendait la ville en deux, on pouvait la traverser en sautant de pierre en pierre. Certaines avaient une forme de tortue, d'autres d'oiseaux. Quelques années plus tard, passer ainsi d'une rive à l'autre compterait parmi les activités favorites de Léo quand il viendrait à Kyoto en famille. Mais il n'en était pas là, June et lui. Il n'en était nulle part. Nathan ne pensait même pas à elle, en tout cas pas consciemment, tandis qu'il longeait les berges où circulaient des cyclistes et des joggeurs. Sur les pelouses, les enfants jouaient au foot ou au baseball, les adolescentes dansaient en groupe, peaufinant leur chorégraphie. Les vieux faisaient du tai chi, des groupes d'amis pique-niquaient, assis sur des grandes nappes en plastique bleu. Des musiciens s'exerçaient au trombone, à la trompette ou au saxophone. Après un dernier coup d'œil, à l'eau filant vers les montagnes qui se découpaient sur un ciel très pur, d'une clarté insensée malgré le soleil couché et lardé de nuages orange et roses, Nathan quitta le fleuve pour s'enfoncer dans la ville. L'immense kanji de l'Est gravé dans les collines lui tenait lieu de boussole. En pénétrant dans ce labyrinthe de rues étroites bordées de maisons basses, devant lesquelles s'organisaient des jardinets en pot et se garaient des bicyclettes, il finirait bien par échouer au pied de la colline Yoshida. Il n'aurait plus alors qu'à la grimper, puis à la redescendre pour regagner la maison, à moins qu'il ne poursuive jusqu'au boulevard où se tait le fresco. Il n'avait plus rien chez lui. En pensant au dîner, il s'aperçut qu'il n'avait pas envie de rentrer et de manger seul. Il chassa cette pensée de son esprit. Elle lui serrait juste encore un peu la gorge quand il déboucha sur la large avenue qui, de part et d'autre, hébergeait les différentes unités de l'université. Il avait visé juste, avait pris des rues au hasard et avait abouti à l'endroit prévu. La colline Yoshida s'élevait au bout de cette avenue. Il longea l'institut franco-japonais du Kansai. Il connaissait bien les lieux, quelques années plus tôt, il y avait animé quelques soirées consacrées au cinéma français. Avec Claire, ils avaient rencontré le directeur un soir dans un restaurant du centre-ville. Au milieu du vacarme des dîneurs, l'homme les avait alpagués. La tête de Nathan lui disait quelque chose, et la raison en était au fond fort simple. Il lui arrivait régulièrement, lors de ses retours en France, de séjourner sur la côte d'Émeraude et à l'occasion de fréquenter le cinéma que dirigeait Nathan. À la fin d'un repas copieusement arrosé de bière et de saké, durant lequel tous trois avaient passé en revue la quasi-totalité des réalisateurs français en activité, ils avaient topé là. À sa prochaine venue, le directeur lui laisserait carte blanche pour une programmation au sein du ciné-club de l'Institut. 18 mois plus tard, Nathan présentait une poignée de films devant un public d'étudiants et de retraités japonais auquel se mêlait la fine fleur des expats. Et c'est à ça, et seulement à ça, que Nathan pensait lorsque June surgit. Elle sortait d'un cours de français. C'était son jour de congé à l'atelier de Sagano. Les cheveux libres, débarrassés de sa blouse de travail, en jean et t-shirt marinière, elle n'était déjà plus la même. « Vous êtes venu me chercher à la sortie de l'école ?» lui lança-t-elle avec un petit sourire amusé, presque moqueur. Et il balbutia. « Vous voulez pas qu'elle se fasse des idées, hein, c'était un pur hasard, une heureuse coïncidence. » Il le regarda dans les yeux, l'air narquois, et commença à chantonner. « Mais pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. » Sur le coup, Nathan ne fut pas sûr, mais elle lui donna un petit coup de coude, puis éclata de rire. « Étienne Dao ?» tenta-t-il. « Bien sûr, j'adore cette chanson. J'ai faim. Vous m'emmenez dîner quelque part ?» Un peu surpris, il acquiesça et ils se mirent en route. Elle se moqua de toutes les adresses qu'il lui suggérait, tout comme elle rit de la façon dont il occupait ses journées. À ses yeux, Nathan était le prototype du parfait touriste.
trouvait amusant et un peu pathétique qu'après tant de séjours à Kyoto, il en soit encore là et connaisse si mal la ville telle qu'elle la vivait. Mais je suppose que pour un Français, tout ça a un charme, disons, exotique. Le jour où j'irai à Paris, tu pourras te moquer de moi, toi aussi. Champs-Élysées, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, la Concorde, Notre-Dame. Tu dois pas y aller souvent, j'imagine. Un peu vexé, Nathan la laissa prendre les choses en main. Ils se dirigèrent vers le pont de Sanjo et la rue du même nom. Elle le guida jusqu'à un restaurant en sous-sol où la musique jouait fort et où l'on commandait au comptoir. Les murs décatis, la mosaïque serpentant sur le béton du sol, les tuyauteries et les fils électriques apparents, la faune qui le fréquentait, look savamment négligé et coupe de cheveux sophistiquée, tout signalait l'endroit branché, un peu rock, vaguement underground. On y servait principalement une cuisine internationale, pizza, burger, toast et spaghettis. Par un curry japonais, aucun plat local n'était proposé sur l'ardoise. Jun se moqua de nouveau de lui quand il lui avoua que ce serait son premier repas non strictement japonais depuis son arrivée ici. Elle, bien sûr, ne rêvait que de cuisine française. Elle aimait surtout nos boulangeries. Elle n'était pas la seule d'ailleurs. Partout dans la ville, au fil des années, les boulangeries et pâtisseries françaises avaient fleuri. Et dans les librairies, une bonne moitié du rayon cuisine était désormais consacrée à l'art de faire le pain comme on le fait à Paris. Durant tout le repas, qu'ils arrosèrent de bière à la chaîne, ils évoquèrent leurs inclinations croisées. Les cinéastes japonais qu'ils tenaient pour des dieux vivants, les réalisateurs français qu'elle vénérait, les écrivains nippons qu'il adulait, et les grands auteurs français qu'elle essayait tant que possible de lire dans le texte. Puis la conversation prit un tour plus intime. Non, elle n'était pas mariée, n'avait pas d'enfant. Nathan, lui, était séparé, n'avait jamais réussi à en avoir. Claire avait un fils à présent, et bizarrement, il lui semblait que quelque chose le liait à lui. C'était absurde, mais il ne pouvait pas s'empêcher de ressentir un truc étrange quand par hasard il les croisait tous les deux sur la plage ou dans les rues du centre-ville. Ils durent en rester là. Le restaurant venait de se transformer en salle de concert. Un groupe d'indie rock avait pris possession d'une scène étroite au fond de la salle. On ne s'entendait plus. Il n'y avait plus qu'à s'abandonner à la musique. June, assez saoule, dansait sur sa chaise, applaudissait, criait. Elle était radieuse, déchaînée, adorable, douloureusement attirante. Autour d'eux, tout le monde était ivre, et Nathan pas moins que les autres. C'était joyeux, électrique, exubérant. Il la dévorait des yeux. Chacun de leurs contacts physiques fortuits, leurs bras qui se frôlaient, leurs jambes qui se touchaient, l'électrisaient. Le concert terminé, ils sortirent prendre l'air. Les enseignes lumineuses éclairaient les rues, des nuées de jeunes gens éméchés passaient devant eux, joyeux, expansifs. Sur les berges du fleuve, des groupes de rock massacraient des standards. De jeunes types aux cheveux teints crachaient du feu. Des foules de buveurs les applaudissaient, bière à la main. Nathan regarda June s'allumer une cigarette. Elle était si différente de celle qu'il avait rencontrée la veille. Les cheveux enserrés dans un foulard avec ses gestes appliqués, et sa retenue, ses petites courbettes, au moment de lui dire au revoir, ses sourires un peu gênés, sa politesse précautionneuse. Il avait tellement envie d'elle. Elle s'aperçut qu'il la fixait, planta ses yeux dans les siens, un sourire énigmatique aux lèvres. « J'ai encore soif, pas toi ?» Il hocha la tête, et elle l'entraîna le long d'un canal bordé de cerisiers. Ils passèrent une partie de la nuit à écumer les bars de Kiyamashi, certains en sous-sol, d'autres perchés au plus haut étage d'immeubles mitoyens, aux architectures hétéroclites. Au rez-de-chaussée se succédaient des restaurants de grillades, de ramen, d'okonomiyaki, et des échoppes proposant des boulettes de poulpe dont l'odeur envahissait les bars minuscules, se résumant pour la plupart à un comptoir et 7 ou 8 tabourets surélevés. Il était 3 heures du matin quand ils se séparèrent, chacun s'apprêtant à monter à bord d'un taxi, elle pour regagner les collines d'Arashiyama à l'ouest, et lui celles d'Higashiyama à l'est. C'est elle qui l'embrassa. Et la douceur de sa bouche et la fraîcheur de sa langue le flinguèrent. C'était le jour de Noël, loin, très loin, dans un pays que personne ne connaît. Un vieil homme vivait seul dans sa ferme abandonnée. Il sortit en cette nuit de veillée pour regarder le ciel étoilé. Alors qu'il fumait, il vit une drôle d'ombre déambuler. Tout en haut d'un de ses pommiers, il vit une silhouette gambader. Elle était toute fine, et de branche en branche elle sautait. Le vieil homme s'immobilisa et, atterré, ôta de ses lèvres la pipe qu'il fumait. Il fixait la créature de ses yeux écarquillés. Soudain,
il aperçut une foule de corbeaux qui volaient. Comme un seul homme, tout en haut du grand pommier, les oiseaux vinrent s'installer. Le vieil homme médusé les regarda se poser. Il devait être un bon millier, et tout l'arbre en fut bientôt noyé. Dans le ciel des étoiles brillaient, et la lune bien haute éclairait le verger. Le vieil homme prit peur et voulut rapidement s'en aller. Il entra dans la maison et saisit son fusil chargé. « Ces maudits oiseaux vont tout saccager !» pensa l'homme qui déjà les visait. Il s'approcha doucement de l'arbre, prêt à dégainer. Mais alors qu'il approchait, il entendit une voix murmurer. Ce n'était qu'une voix chuchotée, et l'homme dut tendre l'oreille pour l'écouter. La voix était celle d'une femme qui parlait, et tous les oiseaux se taisaient. Il entendit soudain un des corbeaux pleurer. « Pourquoi, madame, sommes-nous si laids? Nos plumes de noir sont colorées, et nos becs sont trop acérés. » Un autre renchérit découragé. « Madame, les hommes nous détestent et veulent nous tuer. » La voix d'un troisième ajoutait. « Plus tôt dans la journée, l'homme de ce verger a bien failli nous assassiner. Des pièges étaient dressés et des graines disséminées pour nous appâter. » Un quatrième corbeau ajouta dépité. « Si ce n'était que dans ce verger, partout les hommes sont mauvais, ils nous chassent de leurs bâtons affûtés. » Pendant plusieurs minutes, les doléances des corbeaux continuaient. Le vieil homme fasciné s'était assis au pied de l'arbre pour les écouter. Quand chaque corbeau se fut exprimé, et alors que le soleil pointait, la voix de la femme résonnait. « Mes chers amis, j'entends vos peines ainsi exprimées. Vous n'êtes ni laids, ni mauvais. Les hommes ont parfois le cœur glacé. Ils ne peuvent apprécier les beautés cachées. Après ce jour de Noël que tant ont souhaité, ils vont vite oublier que chaque créature de Dieu a le droit d'exister. » Et la dame ajouta alors qu'elle riait. « Vos belles plumes vous servent à voler et vos petites pattes à marcher. Aucun homme avec vous ne peut rivaliser. Réjouissez-vous d'être nés et ensemble sur terre, allez vous promener. » Il se fit alors un bruit d'envolée, et l'homme, tiré de ses pensées, se remit sur ses pieds. Il vit la nuée s'échapper, et bien vite le ciel en fut brouillé. Le vieil homme fit quelques pas pour observer la silhouette haut perchée. Après quelques minutes, il crut voir la dame se cacher. Il essaya de lui parler, mais surtout de la remercier. Cette nuit de Noël l'avait transformé. Il tenta de l'appeler, ne vit qu'une petite lumière scintiller, et dans le soleil qui brillait, il la vit s'échapper. Le vieil homme pleurait, et prenant son fusil, bien loin il le jetait. Il ramassa une grande plume échouée, et dans sa main la fit rouler. Pendant toute la journée, de voisin en voisin il passait, et son extraordinaire histoire il racontait. Pourtant, personne ne le croyait. Quelle était cette créature, et pourquoi personne n'en avait entendu parler? Certains riaient, pensant que dans l'alcool il avait dû tomber. Le vieil homme rentra, chagriné. Tous s'étaient moqués. Lui qui avait passé sa vie dans son verger, prit une feuille de papier. Il saisit une longue plume et rapidement il la taillait. Il la trempa dans l'encrier et se mit à raturer. Il n'était pas éduqué, mais en cette nuit enchantée, les mots lui venaient. Le vieil homme mourut dans l'année. Le jour de ses funérailles, des corbeaux en masse tournoyaient. Il devait être un bon millier. Silencieux, il demeurait. Durant toute l'année écoulée, cet homme les avait nourris et protégés. Derrière les corbeaux immobilisés, une faible lueur brillait. Mais seul le vieil homme pouvait la voir désormais. Personne n'a jamais revu cette dame qui parlait. Certains disent même qu'elle n'a jamais existé. Pourtant, chaque année, lors de la veillée, après que les hommes se soient couchés, les corbeaux se rassemblent pour l'écouter. Alors, avant de vous coucher, tendez l'oreille vers le jardin, le parc ou le verger. Peut-être entendrez-vous la voix de celle qu'on nomme la dame au corbeau. Et si, comme ce vieil homme l'était, vous êtes vraiment privilégié, peut-être me laisserai-je entrevoir au sommet d'un de vos arbres le plus haut.